Bonjour à vous. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 et il est 23h11 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et il s'agit de l'entretien de la colère numéro 16. Alors je l'ai intitulé Et si Trump nous avait trompés? Comme la plupart d'entre vous, je parle des complotistes bien sûr, de ceux qui rejettent la tyrannie et le mensonge, ceux qui font marcher leur raison, leur bon sens. Donc, comme vous, j'ai eu un moment d'enthousiasme à l'annonce de la victoire de Trump. J'ai pensé, voilà, nous allons avoir une paix rapide en Ukraine et nous pourrons peut-être faire cesser le massacre à Gaza et en Cisjordanie. Bon, j'ai également pensé que les actes criminels du monde de la santé, avec comme fer de lance les multinationales pharmaceutiques, et les fondations bidons de Bill Gates, entre autres, allaient être sinon arrêtées, du moins freinées, quoi. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que je m'informe, que j'écoute des intervenants divers et variés, je m'aperçois que ce que je pensais est certainement assez loin de la réalité et qu'il faut pour le moins que je nuance ma pensée. J'apprends que sa campagne a été largement financée par une milliardaire sioniste pure et dure, à hauteur de 100 millions de dollars. Donc là, on peut avoir un doute quant à la future indépendance. Je constate aussi que la majorité de son cabinet qui vient d'être désigné est constitué de sionistes purs et durs aussi. Puis j'apprends enfin que le plan de paix qu'il propose à Poutine ne tient pas compte des objectifs déclarés par la Russie. Lorsqu'elle a commencé son opération spéciale, là, Poutine avait demandé dénazification de l'Ukraine, démilitarisation, neutralité. Il semblerait que Trump ait concocté un plan en accord avec le complexe militaro-industriel, hein, en faisant en sorte de créer une grande zone neutralisée pendant 20 ans et en gardant la possibilité de continuer à armer cette partie de l'Ukraine en contrepartie de la cession à la Russie des territoires qu'elle a conquis ou repris selon le narratif qu'on veut bien employer, quoi. Il paraît évident à quiconque qui a un peu suivi les déclarations de Poutine et le déroulement de la situation en Ukraine sur le terrain que la Russie n'acceptera jamais ce plan. Je me demande d'ailleurs si ce plan n'a pas déjà été proposé à la Russie en vue de justement qu'elle le refuse. Nous pouvons nous poser la question, hein. Trump est-il vraiment intéressé par un arrêt de cette guerre? Bah, en effet, pour que les États-Unis, cette guerre est tout bénéfice pour le moment. Elle a mis l'Europe à genoux, particulièrement l'Allemagne dans une situation de dépendance telle que ses usines les plus importantes partent aux États-Unis. Les sanctions imposées par les États-Unis ne sont pas respectées par elle, mais le sont par l'Europe, par contre. L'Europe qui, par ses chiens de garde de la Commission européenne, qui sont tenus étroitement en laisse par les États-Unis, veille à leur stricte application. Si Poutine refuse le plan proposé par Trump, celui-ci pourra se dédouaner en disant qu'il a fait ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il avait promis, il a tenté, il a voulu faire la paix, il a fait le premier pas, mais qu'il s'est heurté à un refus. La propagande fera le reste et il pourra s'en sortir, sans trop de mal. Quant au conflit au Proche-Orient, jugé par la constitution de son cabinet, on peut également avoir de sérieux doutes sur la solidité de ses désirs de donner une terre aux Palestiniens et de mettre fin au massacre. En ce qui concerne sa politique intérieure, et particulièrement sa croisade contre Guy Fermoy,
J'ai également des doutes. Je n'oublie pas que lors de son premier mandat, il avait favorisé les vaccins et fait l'éloge du PDG de BioNTech. J'attends de voir ses premières décisions en ce domaine. Je note également sa réticence lors de sa campagne à répondre favorablement à la demande d'assistance de Elon Musk de lui donner la possibilité de dégraisser les administrations pour faire en sorte de ne plus faire que des dépenses véritablement nécessaires. Elon Musk, en effet, s'engageait à procéder comme il a su le faire dans ses entreprises, à une réorganisation des services de l'État en ne conservant que ceux qui étaient nécessaires. Cette réticence lors de sa campagne, compréhensible, car s'il s'était engagé officiellement dans cette voie, il aurait alors fait beaucoup de mécontents et perdu beaucoup de soutien. Il sera peut-être plus à l'ordre du jour maintenant qu'il est élu, il faut l'espérer. Nous verrons vite si Musk est confirmé dans ses attributions ou s'il n'obtient qu'un poste de conseiller, sans véritable possibilité de décision. Ce qui alors, n'en doutons pas, signifiera la rupture avec lui. Parce que Elon Musk, c'est pas le genre d'individu à inaugurer les chrysanthèmes. Il en est de même pour Robert Kennedy. Dans les déclarations, on fait beaucoup de bruit qui, à mon sens, n'est pas de bon augure. S'il a fait de telles déclarations avant même d'être en fonction, il y a peut-être une idée derrière la tête, essayer de mettre Trump devant le fait accompli. Donc, il n'avait peut-être pas vraiment l'assurance de Trump de pouvoir agir sans réserve. Cela aussi sera très vite connu dès les premières nominations. Nous saurons alors si nos espoirs étaient fondés ou si nous avons été en quelque sorte trumpés. Enfin, je voudrais vous parler aussi de la stratégie d'Israël que nous constatons maintenant et qui a été mise en scène à Amsterdam. Puis en France, sur les plateaux de télévision à l'occasion du match France-Israël. Alors cette stratégie consiste à essayer de retrouver aux yeux du monde le statut de victime qu'Israël avait réussi à maintenir avec succès depuis la dernière guerre, malgré les innombrables excès commis depuis sur les populations palestiniennes. Mais il bénéficie encore du statut de victime dû à la Shoah, cet, euh, cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale qui a été une tâche indélébile, une horreur absolue. Mais depuis, Israël a commis bien des excès. Mais il avait encore cette statut de victime qu'il avait su conserver. Mais depuis les massacres perpétrés à Gaza, nous assistons à un renversement des opinions mondiales. Et c'est pour essayer de contrecarrer cette tendance que des actions de provocation sont menées afin de générer en réaction des actions violentes à l'encontre des Israéliens qui font ces provocations. C'est ainsi que nous avons assisté à Amsterdam à des provocations avec des slogans racistes contre les Palestiniens, des sifflets lors de la minute de silence pour les victimes des inondations en Espagne, pays qui a reconnu l'État palestinien, des insultes contre les Arabes. Ces débordements avaient pour but de générer des réactions auprès de la communauté maghrébine des Pays-Bas, qui est très nombreuse, et l'effet escompté a été obtenu. Il semblerait par ailleurs qu'il y a eu des soldats présents chez les supporters israéliens. Donc, les événements qui ont été la suite justement de ces provocations, on n'a pas parlé des provocations dans les médias officiels. On ne parle plus que des pogroms, soi-disant pogroms, contre ceux qui justement étaient à l'origine de ces provocations et qui l'avaient en quelque sorte bien cherché,
mais qui ont été tabassés. Bon, il faut reconnaître que il n'y a pas eu de victimes de morts, de blessés graves, d'après ce que je crois savoir. Ils ont été punis, tabassés, et il l'avait cherché, ça. Il l'avait insulté gravement et provoqué gravement. Donc c'est un phénomène. Là, nous voyons maintenant un système qui se met en place de façon à ce qu'Israël retrouve un peu de sa victimisation dans l'opinion mondiale, ce qui lui permettrait de continuer plus facilement, certainement, sa tentative de génocide à Gaza et en Palestine. Nous avons également eu droit d'ailleurs à une émission d'anthologie sur CNews. On a voulu à tout prix nous vendre de l'antisémitisme. Ainsi, alors qu'en réalité les Français ne sont qu'antisionistes, qu'ils le manifestent par leur indifférence envers ce fameux match France-Israël qui ne réunit, je crois, que 20 000 personnes, 20 000 billets qui ont été achetés dans un stade qui peut encore tenir plus de 80 000. C'est un fiasco total, ce qui démontre bien que les Français euh, comprennent ce qui se passe actuellement et qu'ils ne soutiennent plus du tout Israël. Non pas qu'il soit antisémite, ça n'a rien à voir avec la judéité ou la religion juive. Bien sûr, ça a à voir avec le sionisme et les tentatives d'expansion et de massacre qui se passent actuellement. Donc nous allons assister de plus en plus à des provocations organisées au fur et à mesure que le génocide palestinien s'intensifie, afin d'essayer d'éviter un rejet massif d'Israël par la communauté internationale. Donc la meilleure attitude pour déjouer ces tentatives est bien entendu de ne pas répondre par la violence, ce qui ferait le jeu de ceux qui sont à la manœuvre. Donc vous devez garder votre calme et dénoncer ces provocations. C'est ainsi qu'Israël apparaîtra dans sa totale vérité et dans ses véritables intentions, qui sont d'ailleurs de moins en moins cachées. Éradiquer les Palestiniens de Gaza et installer à leur place des colonies juives, puis faire de même en Cisjordanie, faire le grand Israël. Trump, malgré sa grande empathie pour Israël, permettra-t-il cette transgression, cet immense gifle au droit international? Nous allons le savoir très vite. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.